Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous rencontrons Monsieur Jacques-Marie Bardanzef qui est volcanologue. Bonjour Bonjour. à tous. Donc, je m'appelle Jacques-Marie Bardanzef, je suis volcanologue et je suis professeur émérite à l'université Paris-Saclay, donc en Île-de-France. On avait une petite question à vous poser. Quelle est la différence entre un volcanologue et un vulcanologue? Alors, volcanologue et vulcanologue, ce sont deux mots presque synonymes. Les deux sont utilisés. Le volcanologue, c'est quelqu'un qui étudie les volcans. Et le vulcanologue aussi, simplement, le vulcanologue fait un petit peu référence à Vulcain, qui est le dieu des volcans dans la mythologie gréco-romaine. Voilà, alors moi j'utilise plutôt le mot volcanologue et volcanologie, mais vulcanologue et vulcanologie sont également français, donc on peut utiliser l'un comme l'autre. Que fait-on quand on est volcanologue? Alors un volcanologue, c'est quelqu'un, un homme ou une femme qui étudie les volcans à plusieurs étapes. D'abord, il faut aller sur le terrain, il faut d'abord aller voir le volcan, c'est peut-être le plus excitant, le plus intéressant, le plus original. Donc moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup de volcans du monde. J'ai fait à peu près 120 expéditions. Donc je connais beaucoup de volcans du monde, mais pas tous heureusement. Il reste encore à découvrir, c'est un plaisir. Sur le volcan, on observe. Moi, j'étudie surtout les roches volcaniques et les minéraux, donc je prélève des roches. Ça m'est arrivé, par exemple, de ramener, une année, j'étais allé au Guatemala, j'avais ramené 400 kilos de roches de mon expédition. Alors, bien sûr, en bateau, c'était rentré en bateau, hein, c'était trop lourd pour pas rentrer en avion. Je ramène des roches que j'étudie en laboratoire. Donc, le laboratoire où je travaille, c'est à l'université Paris-Saclay, donc dans le département 91. Et j'analyse les minéraux, j'analyse les roches, j'analyse les cendres. Donc, je fais un peu de la physique et de la chimie de la roche pour comprendre à quoi ressemble le magma. Une fois que j'ai étudié tout ça, j'écris des articles avec bien sûr les gens qui m'ont aidé. Souvent, on est en collaboration, on est plusieurs à travailler, plusieurs Français ou parfois avec des collègues étrangers. On fait des articles qui sont généralement écrits en anglais dans des revues spécialisées qui sont compliquées pour raconter et expliquer ce qu'on a fait comme trouvaille. Voilà. Et puis également, comme j'étais enseignant-chercheur, je faisais également des cours pour des étudiants qui sont grands, à bac+3, bac+4, bac+5. Puis également, je peux être amené à écrire des livres pour le grand public ou pour des jeunes, pour des enfants. J'ai déjà écrit 22 livres, parfois qui ont été traduits en plusieurs langues, en 8 langues. Puis également, quand il y a une éruption dans le monde, parfois je suis amené à être interviewé par des médias, donc je réponds aux journalistes, à la télé, à la radio. C'est également partie de mon travail. Mon travail, c'est de diffuser les connaissances, de les vulgariser. Et ce qu'on fait aujourd'hui en ce moment avec vous, c'est également dans l'esprit de ma mission. Combien y a-t-il de volcanologues dans le monde, ou du moins en France? Alors, les volcanologues, on n'est pas très nombreux, hein, on va dire on est peut-être quelques centaines dans le monde, 500, 600 peut-être. On se connaît pas tous, mais beaucoup, à force, dans les congrès où on a échangé par mail ou lors de forums. En France, on va dire c'est quelques dizaines. Des volcanologues à plein temps, c'est peut-être entre 20 et 30 en France, mais il y a d'autres géologues qui s'intéressent aux volcans ponctuellement par les eaux thermales, par les études des images satellites. Donc peut-être en France, une grosse centaine de gens s'intéressent aux volcans, dont quelques dizaines sont des volcanologues à plein temps. Donc c'est pas très nombreux. Par contre, c'est un métier qui est nécessaire. On aura toujours besoin de volcanologues parce que les volcans, il faut les surveiller, il faut les étudier. Ils font partie de notre vie de tous les jours, quand même, de l'écosystème terrestre. Alors, quelles ont été vos études pour devenir volcanologue? Alors mes études, alors disons moi je suis grenoblois d'origine, je suis né à côté de Grenoble et j'ai vécu à Grenoble jusqu'au bac, donc j'ai fait un bac scientifique à Grenoble. Puis après j'ai fait ce qu'on appelle des classes préparatoires, qui s'appellent maintenant BCPST, ce qui veut dire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Donc j'ai fait ça à Lyon, parce qu'à l'époque à Grenoble il n'y avait pas d'école équivalente, donc je vais aller au lycée du Parc à Lyon. Et après, je suis rentré dans une grande école qui s'appelle l'École normale supérieure, qui à l'époque était à Saint-Cloud, donc près de Paris, maintenant qui est à Lyon, donc l'ENS Lyon. Voilà, donc c'était une école. Alors j'ai fait après le bac 2 ans PST 1 et 2, puis après 4 ans à Normal Sup, et j'ai passé l'agrégation. Puis après j'ai fait 2 thèses, une thèse de 3e cycle à l'époque, une thèse d'État. Et puis j'ai été recruté comme assistant d'université, puis je suis passé maître de conférence, puis après professeur, quoi. Donc c'est assez classique dans l'enseignement supérieur comme évolution de carrière. Donc, si un jeune aujourd'hui veut faire des études pour être volcanologue, il faut donc faire un bac scientifique,
Après, soit dans une grande école, soit à l'université, faire des études de géologie, de sciences de la Terre. Donc, le système universitaire français, c'est 3-5-8. Donc, Bac plus 3, c'est la licence. Bac plus 5, c'est la maîtrise ou le master. Et Bac plus 8, c'est la thèse, le PhD. Et après, souvent, on fait un postdoc, c'est-à-dire encore pendant 1 an ou 2, on va dans un pays étranger pour compléter un peu ses connaissances, pour pouvoir après postuler un poste de volcanologue à l'université ou au CNRS. Donc, c'est un peu long et compliqué, mais je lance un appel à tous les jeunes qui sont intéressés, garçons et filles, parce qu'on a besoin de volcanologues, hein, il y en a toujours besoin pour surveiller les volcans, pour les comprendre, pour les étudier. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans ce métier? Alors moi, j'ai toujours été passionné par la terre. Hein. Quand j'étais jeune, je collectionnais les minéraux, les fossiles, les roches. J'ai fait des promenades avec mes grands-parents et mes parents dans la région grenobloise, sur les montagnes, chercher des fossiles d'ammonite, des minéraux de quartz, voilà. Puis après, quand j'étais en quatrième, mon professeur de SVT, à l'époque on appelait ça géologie ou sciences naturelles, a proposé, il s'appelait Henri Bessières, hein, c'est un monsieur que j'ai beaucoup apprécié, il a proposé de créer un club de géologie dans le lycée en quatrième, et j'en ai fait partie. Donc j'ai été le secrétaire du club. On était quelques-uns et on se réunissait une fois par mois et on a fait des expéditions, des visites de laboratoire, et ça a pas mal progressé. Puis après, j'en ai voulu en faire mon métier, donc j'ai fait des études dans ce sens-là, de géologie en général. Donc la géologie, c'est la Terre, sa structure, son histoire, mais pas que. C'est pas que le passé de la Terre, c'est aussi son présent, son devenir, bien comprendre. Et dans la géologie, il y a plusieurs branches, comme en médecine, par exemple. Donc on peut étudier les montagnes, les fossiles, les océans, la géophysique. Et moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la volcanologie, parce que c'était le côté vivant de la Terre, le côté spectaculaire. Et donc, pour moi, la volcanologie, c'était le top de la géologie. Voilà, donc je suis devenu volcanologue. Donc, ce qui me plaît le plus dans mon métier, bien sûr, c'est d'aller voir beaucoup de volcans dans le monde, d'avoir vu beaucoup de pays étonnants. Puis quand je vais dans un pays, c'est pas simplement l'aéroport ou la capitale, hein, c'est aller au fond du pays avec des volcanologues étrangers du pays qui me reçoivent, avec qui je collabore. On va au fin fond du pays, on rencontre des paysans qui nous donnent des indications où aller. Voilà, donc on vit vraiment avec les gens du pays. Donc c'est des expériences qui sont uniques, quoi. Quand je reviens, bien sûr, on a un peu plein les yeux, on se sent différent. Puis après, on reprend le rythme français, mais c'est vrai que mes expéditions, c'est le plus intéressant de ma carrière, mais effectivement également la recherche, quand on fait des analyses, quand on réfléchit avec des collègues pour écrire un article, c'est enrichissant aussi, quoi. Donc, ce qui est très sympa dans le métier de chercheur, c'est qu'on apprend tous les jours. Voilà, donc apprendre chaque jour, c'est important. Donc, on peut dire que je suis à bac plus 40 ou je sais pas, bac plus je sais pas combien, mais chaque jour, j'apprends quelque chose, quoi. Là, en parlant avec vous, j'apprends également quelque chose, c'est toujours intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de volcans que vous avez étudiés? Oui, alors souvent quand on pose cette question, j'aime bien répondre que les volcans, c'est un peu comme pour un chanteur ses chansons, comme un sportif ses matchs ou ses courses de vélo. Moi qui aime bien le vélo, il y a toujours la première chanson, la première victoire ou le premier match, première course de vélo, le dernier, puis au milieu, il y a quelque chose d'intéressant. Alors moi, ma première expédition en volcanologie, c'était en 1978, hein, donc il y a longtemps, j'avais même pas 25 ans. Je suis allé au Guatemala voir des volcans actifs qui étaient en éruption. Donc à l'époque, aller au Guatemala, c'était un peu exceptionnel, c'était une expédition. J'ai passé 5 semaines au Guatemala et je suis rentré la nuit de Noël. Et c'était mon cadeau de Noël en quelque sorte. Et j'ai ramené 400 kilos de roches. C'était le début de ma thèse d'État à l'université, à l'époque, qui s'appelait Paris-Orsay, qui est devenu Paris-Saclay depuis. Donc ça, c'est vraiment ma première expédition où j'ai vu 3 volcans actifs au Guatemala, le Pacaya, le Fuego et le Santa Maria. Ma dernière expédition, je suis allé il y a quelques mois en Mongolie. Donc en Mongolie, il n'y a pas beaucoup de volcans, il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu anciens, qui sont intéressants. Puis également, j'ai fait de la géologie, hein, donc j'ai vu le désert de Gobi, des roches étonnantes, des gisements où il y a des œufs de dinosaures. Et puis au milieu, je peux citer plusieurs expéditions, mais c'est vrai qu'à Hawaï, dans l'océan Pacifique, c'est un État des États-Unis, c'est toujours intéressant. J'y suis allé 3 fois. 3 fois, c'était exceptionnel. Une fois, c'était un lac de lave. Une fois, c'était des coulées de lave très importantes. Et puis une fois, c'était la lave qui coulait dans la mer. Donc, c'était le combat entre le feu
Et l'eau, c'est également exceptionnel. Donc voilà, j'ai beaucoup d'images, mais voilà, c'est quelques-unes parmi d'autres. C'est vrai que chaque voyage m'a appris quelque chose, et tout ça réuni, ben, c'est d'énormes souvenirs, quoi. Est-ce que vous étudiez aussi des volcans inactifs? Oui, volcans actifs et volcans inactifs, ou volcans éteints sont complémentaires, donc les deux sont importants. Donc, j'ai étudié des volcans actifs. Pour ma thèse, j'avais fait une thèse d'état sur les nuées ardentes, un type montagne pelée. Donc là, j'ai vu des volcans actifs, notamment en Indonésie, en Amérique centrale. Mais c'est vrai qu'étudier les volcans éteints, ça permet de compléter les connaissances, parce que les volcans éteints, souvent, ils sont érodés. Donc, on voit ce qui se passe en dessous. Donc, j'ai étudié des volcans anciens, un petit peu en Auvergne, mais également en Bulgarie, à Madagascar. Donc, les deux sont importants, les deux sont complémentaires. Donc, c'est vrai que le volcan actif, on va dire, un côté plus excitant, mais les deux sont intéressants. Et on va dire, dès qu'il y a des roches volcaniques, ça m'intéresse. Dans la vidéo sur les volcans, on avait dit que les volcans se formaient souvent en limite de plaques tectoniques. Est-ce qu'ils se forment uniquement en limite de plaques ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent se former? Les volcans sont liés aux plaques tectoniques qui bougent les unes par rapport aux autres. C'est vrai que les frontières de plaques sont des points clés en géologie. Donc, un géologue curieux ou un volcanologue curieux ira de préférence aux limites de plaques, donc en Islande, en Éthiopie. C'est là que ça se passe. Donc, quand les plaques s'écartent, en général, ça fait plutôt un océan, donc des volcans sous-marins, mais qui sont bien connus. Puis, quand les plaques se rencontrent, alors soit elles s'entrechoquent, ça fait des chaînes de montagnes, comme les Alpes ou comme l'Himalaya, c'est pas volcanique. Mais souvent, une plaque plonge sous l'autre et ça fait des volcans, comme tout le tour du Pacifique, ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, qui fait le tour du Pacifique, hein, des Amériques à l'Asie, à l'Océanie. Donc, on va dire que 90% des volcans sont en limite de plaque, notamment le tour du Pacifique, et les volcans les plus dangereux sont en limite de plaque. Mais certains volcans originaux existent en milieu de plaque, on les appelle intraplaques, par opposition aux autres qui sont interplaques, donc des volcans qui percent la plaque, comme Hawaï qui perce la plaque pacifique, ou le piton de la fournaise à La Réunion qui perce la plaque indo-australienne. Donc ça, c'est une anomalie thermique qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire que sous ces volcans, il y a plus de chaleur qu'ailleurs, donc c'est un point chaud, c'est pas un point, c'est pas quand même grand, un point chaud fait quand même 200 km de diamètre ou plus, mais comme il y a une anomalie positive de température, ça fait fondre la roche profonde, ça fait du magma qui sort au milieu. Donc les volcans intraplaques sont intéressants à étudier, même s'ils sont plus rares. Est-ce que les éruptions volcaniques, elles ont un impact écologiquement sur la planète? Oui, bien sûr, le volcan fait partie de l'écosystème. Et quand il y a une éruption importante, ça modifie l'environnement, notamment des projections de gaz, de cendres, d'aérosols. Donc c'est souvent toxique. Donc les gaz, les aérosols, puis les cendres peuvent retomber sur des grandes surfaces, parfois grandes comme un département, comme un pays entier. Donc au départ, elles sont toxiques. Et puis les cendres et les aérosols qui restent dans l'atmosphère peuvent aussi filtrer les rayons solaires, donc diminuer un petit peu la température localement. Donc c'est très faible, c'est quelques dixièmes de degrés, mais c'est mesurable. On sait que des super éruptions encore plus importantes pourraient modifier le climat, mais ça, ce n'est pas d'actualité. Il y en a connu dans le passé, il pourrait y en avoir dans l'avenir, mais on ne connaît pas de super éruptions récentes. Inversement, il y a aussi des points positifs, c'est que ces cendres qui retombent sur les sols les fertilisent à terme. Donc au début, c'est néfaste, puis plusieurs années après, au contraire, c'est un fertilisant. Donc le volcan, il est ni gentil ni méchant, il fait partie de l'écosystème et c'est un peu le témoin de la vie de la Terre. La Terre produit de l'énergie, il faut qu'elle la libère sous forme de séismes, sous forme de volcans, sous forme de montagnes, sous forme d'océans. Donc on a une Terre vivante, c'est un bon point, qui est bien plus hospitalière que des planètes mortes comme Mars ou comme la Lune. Et du coup, est-ce que la pollution aussi a un impact sur les éruptions? Alors, dans ce sens-là, pas trop. Enfin, je reprends la question. La pollution ne modifie pas trop les volcans. Simplement, peut-être un peu le réchauffement climatique pourrait modifier certains volcans sous-glaciaires, comme en Islande. S'il y a moins de glace dans les glaciers, les volcans sous-glaciaires seront peut-être plus actifs. Mais inversement, les volcans polluent l'atmosphère. Alors, ça a été mesuré. Notamment, ils rejettent du dioxyde de carbone, du gaz carbonique. Donc, on dit, est-ce que les humains ou les volcans, de qui les deux en rejettent le plus?
Donc au début, les volcans rejetaient plus de CO2, de gaz carbonique ou de dioxyde de carbone que les humains. Donc on disait, bon, tant que les volcans rejettent plus que nous, ce qu'on fait, c'est pas trop grave. Et puis les humains se sont mis à dépasser les volcans. Et maintenant, on pense que les industries humaines rejettent 300 fois plus de dioxyde de carbone que les volcans. Donc c'est beaucoup plus. Donc les volcans nous disent, nous envoient un message amical, nous disent, nous les volcans, on sait ce qu'on fait depuis longtemps, depuis des milliards d'années. Vous les humains, vous jouez aux apprentis sorciers, donc il est temps de vous arrêter, ou en tout cas de réduire vos activités ou de réduire vos rejets, parce que vous dépassez largement ce que nous les volcans ont fait. On a vu votre page Wikipédia, et qu'on va bien évidemment mettre en description. Pourquoi avez-vous reçu la médaille des chevaliers de la Légion d'honneur? Ben ça, effectivement, c'est une grande récompense, c'est une très belle décoration française. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'avais été invité par Delphine Batho, qui était ministre de l'écologie et du développement durable sous le gouvernement de François Hollande, à aller dans la chaîne des Puys, qui était candidate pour être inscrite à l'UNESCO. Donc elle m'avait demandé de l'accompagner pour défendre l'UNESCO. Et c'est à la suite de ces voyages qu'on a fait ensemble que Delphine Batho a proposé à M. Hollande, le président de la République, mon nom comme étant possible comme chevalier à la Légion d'honneur, et ça a été accepté. Voilà, donc voilà, je suis un peu gêné aussi parce que je me dis pourquoi moi et pas d'autres. C'est à la fois un grand honneur, mais bon voilà, ça a été fait comme ça. Et donc c'est Delphine Batho un petit peu ma marraine de Légion d'honneur. Et puis ça m'a été remis par Sylvie Retailleau, qui était à l'époque doyenne de l'université, qui est maintenant également ministre de la Recherche et de l'Éducation nationale. Alors, est-ce que vous avez une citation, parce qu'on s'est donné comme mission de proposer toujours une citation en fin de nos vidéos? Oui, alors c'est une citation qui au départ est latine, mais qui peut se traduire. En latin, c'est nulla dies sine linea. Ça veut dire pas un jour sans une ligne. Et ça a été proposé, paraît-il, par Pline l'Ancien. Donc Pline l'Ancien, c'était un Romain qui avait assisté à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, celle qui a détruit Pompéi. Et d'ailleurs, Pline l'Ancien est mort de cette éruption. Et c'était un très grand savant qui avait écrit une encyclopédie, une histoire naturelle, sur tout ce qui se passait, sur tous les êtres vivants, les phénomènes géologiques, etc. Donc ça voulait dire pas un jour sans une ligne. Donc ça veut dire qu'il écrivait tous les jours et qu'à la fin, ça fait une encyclopédie. Et moi, c'est un peu pareil. J'aime bien écrire chaque jour pour un livre, pour mon blog, pour mes travaux. Et c'est la succession des lignes qu'on écrit chaque jour qui, en fin d'année, peuvent faire un livre ou peuvent faire une thématique ou une émission de télévision. Donc, ma maxime, c'est nulla dies sine linea, ce qui veut dire pas un jour sans une ligne. Donc, au moins une ligne par jour. Peut-être plusieurs, mais au moins une. Nulla dies sine linea,